je vais vous parler de développement durable et de développement durable appliqué dans le monde de l'entreprise. Donc, vous l'avez compris, on parle de RSE, donc de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et je vais vous démontrer que ce sujet est un sujet d'innovation et de compétitivité. Lorsqu'on a préparé l'intervention avec les équipes, en fait, ils m'ont dit, bah, tiens Benjamin, tu as peut-être trois questions qui pourraient te guider et aider à structurer ton discours. Est-ce que le sujet de la RSE est un sujet de compétitivité pour les entreprises? Est-ce que le sujet de la RSE est un sujet de stratégie pour les entreprises? Et puis, comme on a quelques étudiants dans l'auditoire, est-ce que les futurs dirigeants d'entreprise ou les futurs managers, je crois qu'on parle de vous, vont être impliqués dans leurs gestes du quotidien par ces sujets-là? Je prends le pari, en moins de 15 minutes, de répondre à ces trois questions. Bon, déjà, je triche un petit peu parce qu'il n'y a que deux questions. Pour qu'une entreprise considère un sujet, quel qu'il soit, et entre autres le développement durable, comme un sujet attractif, il faut qu'il soit compétitif, il faut qu'il soit créateur de valeur et donc de nouveaux modèles économiques, source de dimensions lucratives. Avant de commencer, je voulais vous parler très rapidement un petit peu de mon parcours et de qui je suis. Ça me paraissait important. Donc vous l'avez compris, je suis consultant, j'accompagne des entreprises depuis une vingtaine d'années maintenant, ça se voit pas, mais si, dans leur transformation. Mais quand j'étais étudiant, en fin de compte, je ne rêvais pas d'être consultant. En fait, qui rêve d'être consultant, franchement? Moi, la personne qui m'inspirait énormément, c'était ce monsieur au bonnet rouge. Il y en a deux, mais c'est plutôt le central. Peut-être que vous le connaissez, j'espère que vous le connaissez, c'est le commandant Cousteau. Jacques-Yves Cousteau. Pourquoi est-ce qu'il m'inspirait? Il m'inspirait énormément parce qu'on en a pas mal parlé ce soir. C'est quelqu'un qui réfléchissait en dehors du cadre. C'est quand même le gars qui nous a dit, après la conquête de l'espace, la prochaine frontière, c'est la conquête des océans. Et donc il a inventé des villes sous-marines où il y avait des scientifiques qui se succédaient pendant des mois et des mois pour conquérir ce nouveau monde qui était le monde des océans profonds. C'est aussi la personne qui a inventé le détendeur. J'imagine que peut-être certains d'entre vous, vous avez la chance de faire de la plongée sous-marine. Si vous faites de la plongée sous-marine, ce qui vous permet de respirer sous l'eau, eh ben c'est Jacques-Yves Cousteau qui l'a créé. Donc cette personne-là m'a beaucoup inspiré. C'était aussi le premier visionnaire d'une certaine écologie moderne. C'est-à-dire qu'il a un petit peu vulgarisé le sujet de l'écologie, vulgariser le sujet de l'environnement parce que c'était un des premiers à son époque à réaliser des films sur l'écologie, des films qui étaient grand public. Donc je me suis beaucoup inspiré de lui. J'ai jamais été commandant, j'ai été lieutenant dans la marine nationale, mais bon, ils n'ont pas voulu me garder, donc ça a été assez court. Mais je suis devenu biologiste et plus particulièrement biologiste marin. Alors j'ai beaucoup travaillé sur cette algue qui est derrière moi, une algue qui s'appelle Caulerpa taxifolia, qui dans les années 90 était en train de coloniser la Méditerranée. Finalement, cette algue-là, c'était une nouvelle donne, une nouvelle information dans un écosystème. C'était au départ un signal faible, personne s'en était rendu compte, et puis tout d'un coup, puisqu'elle était tropicale, puisqu'elle s'y trouvait bien dans cet écosystème, elle est devenue invasive. Et plus personne ne comprenait comment on pouvait la réguler et qu'on pourrait la limiter. Et si je fais un parallèle pas si hasardeux que ça avec le monde de l'entreprise, vous vous rendez compte que l'entreprise, ce n'est pas à aucun moment une organisation statique. Ce n'est pas un système. Une entreprise, c'est un écosystème. Et une entreprise interagit avec un certain nombre de signaux faibles qui peuvent parfois être des nouvelles donnes. Et cette entreprise, finalement, elle va gérer des collaborateurs, elle va gérer des fournisseurs, elle va interagir avec la société civile, elle va interagir avec des ONG. Et si vous essayez de comprendre l'interaction d'une entreprise avec tous ces mondes-là, eh bien finalement, vous êtes en train de toucher du doigt le sujet du développement durable. Alors, il fallait choisir trois exemples pour vous démontrer ces sujets-là. Je vais commencer par un secteur que vous connaissez très bien, qui est le secteur de l'industrie automobile. Donc dans le secteur de l'industrie automobile, tout d'un coup j'ai le sujet du développement durable qui débarque et ma première réaction c'est de dire tiens, je suis constructeur de véhicules neufs, Peugeot, Renault, etc. Et donc je vais construire des véhicules neufs mais qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc je vais mettre plus de matériaux recyclés
dans mes carrosseries. Je vais les fabriquer avec moins d'énergie, moins de consommation d'eau, et puis je vais faire travailler mes ingénieurs sur le cœur du véhicule, le moteur. Et donc je vais faire des moteurs hybrides et des moteurs électriques. Ça c'est super. C'est la vision un peu du développement durable, j'ai envie de dire 1.0. Bien entendu, il faut le faire. Et bien entendu, le véhicule de demain, il doit être plus léger, plus économe en énergie. Et c'est une vraie invention. Par contre, ce qu'on essaye de faire avec les entreprises qu'on accompagne, c'est de leur dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres données à prendre en compte dans ce sujet-là? Je ne sais pas si vous le savez, mais qui parmi d'entre vous a le permis de conduire? C'est bien parce que j'ai des étudiants. Eh, quand même pas mal. L'âge moyen du permis de conduire en France est de 23 ans. Il y a une quinzaine d'années, on était autour de 18-19 ans. Donc là, l'âge moyen du permis de conduire ne cesse d'augmenter. La statistique qui est hyper intéressante, c'est à votre avis, à quel âge moyen on achète un véhicule neuf? Je reviens sur mes constructeurs automobiles. 55 ans, oui, vous étiez proche. C'est à 55 ans en moyenne que les Français achètent un véhicule neuf. Donc lorsque je suis constructeur automobile, j'ai quand même 2-3 questions à me poser par rapport à ces tendances sociétales, ces tendances d'usage. J'ai mis derrière un pictogramme qui symbolise l'autopartage. Bien entendu, dans le secteur automobile, mon algue de tout à l'heure, ma nouvelle donne, vient d'acteurs comme Blablacar. On fait du covoiturage. Ma nouvelle donne, mon algue, vient d'acteurs comme Drivey. Je vais pouvoir louer la voiture de mon voisin qui reste toute la journée sur le parking. Et ben, le voisin s'est inscrit sur Drivey, j'ai besoin d'un véhicule, je vais louer son véhicule. Et donc de moins en moins être dans la cession à la propriété de véhicules. Et donc lorsque le constructeur automobile se rend compte que le sujet du développement durable finalement bouleverse son modèle économique, et que sa réponse n'est pas uniquement sur le véhicule qui est construisé aujourd'hui, mais peut-être un peu plus global, dans des associations, dans des partenariats, dans des joint ventures avec d'autres acteurs, d'autres startups, alors l'entreprise comprend le sujet du développement durable. Dans un autre secteur d'activité, le jeune homme fringant qui est derrière moi est peut-être le plus éclairé des patrons d'entreprise que je connaisse. On vous parle souvent de Steve Jobs, qui a fait des ruptures. Pour moi, c'est lui le grand monsieur. Il s'appelle Yvon Chouinard et c'est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Patagonia. J'espère que certains d'entre vous la connaissent. Patagonia, ils font des vêtements, ils font du matériel d'escalade, d'alpinisme. Et Yvon Chouinard a été un des précurseurs des sujets du développement durable puisqu'il a compris qu'il voulait un modèle d'entreprise différent. Non pas juste parce qu'il était écologiste dans l'âme, c'est parce qu'il s'est rendu compte que c'était une dimension très importante à prendre en compte dans la stratégie de son entreprise. Sa nouvelle algue à lui, sa nouvelle donne, c'était que ses collaborateurs, ils avaient d'autres centres d'intérêt que l'entreprise. Bon, c'est dingue. Il y en a qui sont parents, mais ils aiment amener leurs enfants à l'école le matin. Il y en a qui ont des loisirs, il y en a qui font du sport, des centres d'intérêt. Et du coup, toute leur vie ne réside pas dans la sacro-sainte entreprise. Donc, que peut faire Yvon Chouinard par rapport à ça? Soit il met un pointeur à l'entrée de son entreprise et il serre les boulons en termes de management, soit il comprend que c'est une tendance hyper importante, qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait à l'époque dans une chaîne de production, et qu'il faut valoriser toutes ces intelligences individuelles qui font d'un tout une intelligence collective. Quand vous arrivez dans les locaux de Patagonia, dans leur siège en Californie, vous avez une grande horloge qui vous donne les horaires des marées. Et en fait, vous avez les meilleures marées pour aller surfer. Il a même écrit un bouquin qui dit « Let my people go surfing », donc « Laissez mes collaborateurs aller surfer », qui est un bouquin de management d'entreprise et qui explique que tous ces sujets-là, finalement, ce sont des sujets de créativité de ses collaborateurs. Il ne veut pas du temps de présence de collaborateurs dans son entreprise, il veut de l'innovation pendant que les gens sont ici. Et donc il faut arriver à traiter avec ces dimensions-là. Un autre exemple, plus proche de chez nous, c'est une entreprise qui est à Niort, qui s'appelle la Camif. Et historiquement, la Camif, c'est des meubles que je vends à des fonctionnaires, des instituteurs, des profs. C'était un peu le cœur du modèle. On a tout optimisé, hein. Une grande partie du mobilier était fabriqué en Chine, au Vietnam. Le call center était au Maroc. Tous les flux étaient vraiment optimisés le plus possible. Mais finalement,
pour reprendre un peu une image en lien avec la mer, l'entreprise, elle perdait son cap petit à petit. Si bien qu'elle était à 2 doigts du dépôt de bilan. Et en 2008, elle a été reprise aussi par un chef d'entreprise assez visionnaire, un peu fou, qui s'appelle Emery Jacquia. Et Emery s'est dit, mais c'est pas possible, ma nouvelle donne, mon algue à moi, c'est le fait de redonner du sens à mon entreprise. Vous vous souvenez, la RSE? Pour lui, la RSE, c'était redonner du sens à mon entreprise. Et il se déclare lui-même PDG, prof de gym. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette entreprise, tous les matins, vous avez des gestes d'échauffement pour les collaborateurs, justement pour les inciter à ouvrir un peu leurs neurones, leurs chakras, pour qu'ils soient beaucoup plus productifs. Et donc, qu'a fait Emery? Eh bien, il est dans une stratégie long terme de relocalisation en France de tout ce qu'il peut relocaliser. Il y a 2 ans, c'était le call center. Donc il a pu créer une 50aine d'emplois à Niort. Maintenant, c'est la plupart des producteurs et les sites de production qui rapatrient en France. Donc il est en train de recréer de la valeur dans son entreprise puisqu'il a décidé qu'il fallait reproduire localement, reproduire en France. Il va même jusqu'au bout du sujet puisqu'il organise un Made in France de la Camif, un tour de France. Et donc vous pouvez aller visiter l'ensemble des fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Donc lorsque vous êtes client et vous dites tiens, moi je veux m'inscrire à côté d'Angers, je sais qu'il y a tel et tel fournisseur, et bien ils vont vous ouvrir les portes, ils vont vous expliquer comment est-ce qu'ils font les meubles que vous allez acheter demain. Et donc pour lui, cette dimension, c'était recréer du sens en faisant fabriquer français. Attention, encore une fois, je ne considère pas que fabriquer en France est mieux que fabriquer ailleurs. C'est toute une question de sujet. On peut fabriquer ailleurs dans des dimensions de commerce équitable, de réflexion sur les transports, etc. Mais ça, c'est le sujet d'un autre TEDx, encore une fois. Alors voilà, finalement, mon message ce soir, c'est de vous dire d'être attentif à cette algue. Lorsqu'on va vous parler de développement durable, lorsqu'on va vous parler de RSE, ben souvent l'algue va prendre un peu l'angle de contrainte. Elle va prendre l'angle de bah tiens oui maintenant mais c'est nouveau, on est bouleversé dans notre façon de fonctionner, il faut qu'on fasse différemment, etc. Eh bien il faut l'appréhender au contraire comme une opportunité, comme quelque chose de nouveau. Et c'est ici que vous allez trouver les innovations rupturistes. Et donc mon algue, qui s'appelait la Colerpa taxifolia, pour ceux qui ont suivi, qui était considérée même comme l'algue tueuse en Méditerranée, eh bien en 2017, elle s'est autorégulée, elle est en train de décroître, et encore une fois, personne ne sait pourquoi, mais finalement elle a été intégrée dans un écosystème, sauf que cet écosystème, il est nouveau. Et donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et donc pour conclure, certains verront notre monde en bouleversement, un monde en crise. Je préfère le voir en transition. Et vous tous, dans cette salle, vous êtes acteurs de cette transition. Donc, en sortant de la salle, soyez acteurs de la transition. Et merci à vous.